Je remercie également les laboratoires Santé Médic pour leur soutien à la formation médicale continue. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour le choix de ce sujet très intéressant et qui est la prise en charge des céphalées chroniques. Alors, comme vous le savez bien sûr, sans plus tarder, la céphalée, c'est un signe fonctionnel assez souvent qu'on voit en consultation et bien sûr qu'on peut voir aussi bien en consultation froide comme on peut le voir aux urgences. Et la grande question en général se pose, surtout pour les céphalées secondaires, où il ne faut pas passer à côté de certaines urgences qui peuvent bien sûr mettre en péril l'état du patient. Et c'est pourquoi que l'interrogatoire et l'examen clinique restent quand même la clé de la prise en charge des céphalées. Il faut que les praticiens insistent d'abord sur l'interrogatoire. L'interrogatoire, elle est fondamentale et c'est important chaque fois qu'on a un patient qui se présente en consultation pour des céphalées, c'est très important de prendre le temps nécessaire d'interroger ce patient. Et déjà, la première question qu'il faut poser dans ce genre de situation, c'est le caractère récent, aigu, ou bien le caractère chronique de la céphalie. C'est la première question qu'il faut poser aux patients pour pouvoir distinguer ces deux grands cadres essentiellement des céphalées, à savoir les céphalées aiguës récentes, où souvent il est très important d'aller écarter une situation d'urgence. Je rappelle les principales causes des céphalées aiguës qu'il faut connaître. Une céphalée en coup de tonnerre, c'est l'hémorragie méningée, c'est le principal diagnostic qu'il faut avoir à l'esprit. Les céphalées aiguës en général, vous avez surtout les méningites, l'hypertension intracrânienne avec toutes les étiologies et l'intérêt de pratiquer chaque fois qu'on doute sur un syndrome d'HTIC, une imagerie cérébrale. Et la quatrième étiologie qui est fondamentale chez la personne âgée qu'il ne faut jamais oublier, c'est la maladie d'Orton et prendre le temps nécessaire d'interroger et de chercher les éléments évocateurs de cette étiologie. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est essentiellement bien sûr de parler essentiellement bien sûr des céphalées chroniques. L'examen clinique, bien sûr, viendra pour étayer et chercher la moindre anomalie clinique. Il faut savoir que céphalée, quel que soit son caractère d'évolution, avec une anomalie de l'examen neurologique, c'est une céphalée secondaire jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire qu'il faut aller explorer et chercher une cause à cette céphalée avant de, bien sûr, d'aller vers une céphalée chronique où la problématique essentiellement va se poser pour classer, souvent c'est une céphalée primaire, et que sur la base d'un ensemble d'éléments cliniques, bien sûr, et d'interrogatoires essentiellement, on va essayer de classer cette céphalée primaire, notamment avec les trois entités majeures, soit la migraine, soit la céphalée de tension, soit ce qu'on appelle les céphalées trigéminodysautonomiques. Alors, juste pour vous rappeler, bien sûr, qu'il y a la classification internationale des céphalées. Et là, vous voyez un peu la liste très, très longue des céphalées. Et donc, ce n'est pas, bien sûr, l'objectif d'aujourd'hui. Alors, j'insiste encore une fois sur l'orientation d'un diagnostic qui est fondamentale. Chaque fois que vous avez un patient qui a une céphalée, il faut essayer, bien sûr, de le classer dans un cadre. Soit vous avez une céphalée aiguë ou nouvelle, et dans ce cas-là, souvent, il faut chercher une cause secondaire. Soit vous avez, bien sûr, la céphalée récente et progressive, toujours la même situation également. Et puis, vous avez les céphalées chroniques, où vous avez des patients qui vont avoir des crises récurrentes, ou bien sur un fond chronique, où souvent, ce sont des céphalées primaires. Mais j'insiste encore une fois sur un élément très important. Tout changement de caractère de la céphalée, si une personne qui a une céphalée chronique, une migraine connue, une céphalée de tension, doit attirer l'attention, c'est un drapeau rouge. Tout changement de caractère de la céphalée, même chronique, doit vous inciter à penser à une cause secondaire et aller bien sûr explorer cette céphalée. Donc, pour un peu parler des céphalées chroniques, on va présenter un ensemble de situations cliniques. Donc, je vous présente cette première patiente âgée de 34 ans qui vient aux urgences pour des fourmillements ayant duré une demi-heure environ. La symptomatologie avait commencé tout d'abord par une gêne visuelle qui a commencé par sensation de ligne brisée qui s'attillait devant ses deux yeux. En 5 minutes environ, toute la partie droite du champ visuel est devenue opaque. 1 à 2 minutes après la disparition du signe visuel, il a ressenti des fourmillements qui intéressaient la main droite et en quelques minutes, ils se sont étendus au pourtour de la bouche. Puis disparaissaient alors qu'apparaissaient bien sûr des maux de tête. Je reste dans cette première partie de l'observation et vous demander quelles sont les possibilités diagnostiques auxquelles on peut penser. Donc, si on fait abstraction, bien sûr, aux maux de tête,
Voilà. Donc, on peut penser, bien sûr, donc migraine, mais c'est pas la migraine, c'est l'aura migraineuse, en fait. On peut penser, bien sûr, à l'accident ischémique transitoire. Et quelle est la troisième possibilité? Qu'on peut voir en neurologie, où vous avez une sémiologie qui est épisodique, éphémère. Il n'y a pas d'agitation ici, mais surtout, quelle est la sémiologie neurologique qui est brève, en général? Ça, on est un peu dans les céphalées, bien sûr, toujours les céphalées. Donc, mais ce n'est pas la présentation sémiologique, on verra comment se présente une agie vasculaire. Donc, vous avez l'accident ischémique transitoire, vous avez l'aura migraineuse, et le troisième diagnostic, bien sûr, c'est la crise épileptique focale. C'est une sémiologie neurologique focale, régressive, bien sûr, la durée est un peu longue, elle est contre l'épilepsie, mais contre la crise épileptique, mais c'est un diagnostic auquel il faut penser. Donc, chaque fois qu'on a une sémiologie de ce type-là, il y a ces trois diagnostics qui viennent à l'esprit. L'aura migraineuse, la crise épileptique focale, et bien sûr, donc, il y a, bien sûr, donc, le migraine avec aura. Et donc, c'est pourquoi, en général, chaque fois que vous avez des difficultés à distinguer un peu entre accident ischémique transitoire, crise épileptique focale et migraine avec aura, si on n'arrive pas à trancher, on va privilégier plus, à votre avis quoi, si on n'arrive pas à trancher dans votre pratique. Qu'est-ce que vous allez privilégier sur le plan pratique? L'urgence est là. Et quelle est l'urgence qu'il faut? Voilà, très bien, c'est l'accident ischémique transitoire, parce que c'est l'événement avant-coureur de l'AVC ischémique. Je rappelle juste pour la définition de l'accident ischémique transitoire actuellement, c'est un déficit neurologique focal qui peut intéresser l'espace cérébral ou rétinien, totalement régressif, en moins d'une heure et sans lésion à l'IRM. Ça, c'est la définition actuelle, c'est moins d'une heure. On ne peut pas attendre. Dans l'ancienne définition, avant 2005, c'est surtout moins de 24 heures. C'est quelqu'un qui viendra vous voir et vous l'examiner et qui va récupérer en moins de 24 heures. Mais actuellement, avec les possibilités thérapeutiques, notamment de la thrombolyse, on a une limite pour agir qui est de 4h30. Et donc, il ne faut pas, chaque fois qu'on a un patient qui présente un tableau neurologique focal, brutal, déficitaire, il faut penser à l'accident ischémique, bien sûr, en particulier. Il peut être également le diagnostic différentiel, reste l'AVC hémorragique. Donc, toujours, il faut pratiquer une imagerie cérébrale. Et si c'est un AVC ischémique, il faut bien sûr préciser son profil évolutif. Est-ce que c'est un accident ischémique transitoire? Est-ce que c'est un AVC ischémique en évolution? Les symptômes s'aggravent. Ou bien c'est un AVC ischémique constitué. Et donc, chaque fois que vous avez quelqu'un qui a une symptomologie qui va durer, donc la durée d'une heure, il faut la garder actuellement à l'esprit. Si vous avez une sémiologie, une neurologie qui dure plus d'une heure, il faut penser éventuellement à un AVC ischémique constitué, pratiquer le scanner et bien sûr évacuer le patient le plus tôt possible sur bien sûr une unité. Il y a possibilité bien sûr de discuter une revascularisation, soit par la thrombolyse, soit par la thrombectomie. Juste c'est un rappel. Donc je dis que chaque fois qu'on a un doute, il faut préviser l'accident ischémique transitoire. Mais revenons à notre patiente. Donc je dis qu'il y a cette sémiologie bien sûr visuelle, sensitive, mais par la suite il y a bien sûr ces maux de tête. Alors lorsqu'on analyse les maux de tête, donc cette patiente présente des maux de tête similaires remontant à plusieurs années, survenant de façon épisodique, intéressant la moitié crânienne, pulsatile, s'accompagnant de vomissements et de photophobie et d'une durée de 24 à 48 heures. L'examen neurologique est strictement normal. Donc, compte tenu de ces éléments-là, le diagnostic à retenir, c'est, voilà, donc c'est une migraine avec aura. Donc, c'est une migraine avec aura parce que vous avez la sémiologie algique. Ces céphalées qui sont des hémicranies. C'est le caractère pulsatile. C'est la durée en général de 24 à 48 heures. Je veux anticiper pour dire que la durée habituelle d'une crise de migraine, c'est de 4 heures à 72 heures. Et le fait qu'elle s'accompagne de ces deux symptômes qui sont les vomissements et bien sûr la photophobie. Donc, et bien sûr, un examen neurologique qui est strictement normal. Il ne faut jamais l'oublier. L'examen neurologique doit être strictement normal. Et donc, c'est la récurrence de cette symptomatologie clinique, bien sûr, qui fait plaider plus pour une céphalée chronique et non pas une céphalée aiguë récente. C'est ça ce qui est important, c'est toujours de faire cette distinction entre une céphalée aiguë récente et la céphalée, bien sûr, chronique. Donc, le fait que cette sémiologie évolue depuis plusieurs années, ça confère ce caractère chronique à cette céphalée, mais qui a la particularité que la sémiologie algique, céphalalgique, elle est précédée par ces signes visuels et ces signes, bien sûr, sensitifs. Juste pour rappeler sur le plan physiopathologique que un système est impliqué dans la migraine, c'est le système trigémino-vasculaire en général. Et vous avez essentiellement le nerf trigémo qui est impliqué.
et surtout pour insister sur la présence d'un neuromédiateur qui est impliqué dans la migraine, c'est la calcitonin gene related peptide. C'est un neuromédiateur, c'est lui qui va être libéré et qui va être responsable de la stimulation de ces nocicepteurs méningés et qui est responsable du déclenchement de la douleur. Pourquoi je parle de cette substance qui est la calcitonin gene related peptide? Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'il y a des thérapeutiques qui visent un petit peu donc ce neuropeptide. Alors, juste pour rappeler sur le plan de la migraine en général, il faut savoir qu'il y a un ensemble de facteurs qui peuvent déclencher, bien sûr, donc la crise migraineuse. Et ce sont des facteurs que tout praticien, lorsqu'on termine avec notre patient, on essaie de caractériser cette céphalée chronique. On la caractérise avec la sémiologie qui évoque, bien sûr, une migraine. Il faut toujours chercher à l'interrogatoire s'il y a des facteurs déclenchants. Pourquoi cette recherche est très, très importante? Parce que ça permet d'agir par la suite sur le plan thérapeutique, parce que lorsqu'on arrivera au traitement, il faut savoir que parmi les règles du traitement, il faut essayer de demander aux patients et de chercher des opportunités pour éviter ces facteurs déclenchants. Alors, parmi les facteurs déclenchants, il y a les facteurs génétiques. Vous savez que la migraine, c'est une pathologie qui est plus fréquente chez la femme. Souvent, vous trouvez des cas similaires dans la famille du côté maternel, parce qu'on implique souvent une transmission mitochondriale. Il y a également des facteurs environnementaux. Parmi ces facteurs, vous connaissez le changement d'altitude, le stress, bien sûr. Vous avez également le changement de climat, des patients chez qui ça peut être déclenché par l'exposition à la chaleur, par le froid. Il y a parfois des problèmes de régime ou parfois également de jeûne. Vous savez qu'énormément de patients viendront leur migraine s'accentuer au moment du mois, par exemple, du ramadan. Il y a également des facteurs hormonaux. Vous savez que la prise de contraceptifs, et également, on sait qu'un nombre non négligeable de femmes verront leur migraine s'accentuer en période des règles. Il faut savoir qu'il y a une migraine particulière où les femmes ne feront les crises qu'au moment des règles, ce qu'on appelle la migraine catameniale. Et bien sûr, il y a également la grossesse. Il faut savoir qu'énormément de patientes verront leur migraine s'atténuer avec la grossesse. Également, il faut toujours chercher des médicaments qui peuvent accentuer parfois des crises de migraine. Sur le plan du mécanisme, il faut savoir que avant l'apparition de la douleur en général, il faut savoir qu'il y a d'abord une activation d'un ensemble de structures neurologiques. Et c'est très important de connaître cette activation de ces structures neurologiques. Pourquoi? Parce que ça va permettre de comprendre certains symptômes qu'on verra dans la phase de la crise migraineuse. Parmi ces structures, il faut savoir essentiellement l'activation de l'hypothalamus, mais également du tronc cérébral. Il y a également des problèmes de connectivité au niveau, bien sûr, cérébral. Et comme j'ai dit, également la libération de ces neuromédiateurs, notamment le CGRP. Et donc, tout ça permet d'expliquer un petit peu la survenue, bien sûr, donc des attaques migraineuses. Alors, je passe sur les phases de la crise migraineuse. Et c'est très important là aussi sur le plan sémiologique. C'est très important de voir que lorsqu'on analyse un petit peu ce graphique, on voit qu'il y a 3 phases. Il y a la phase qu'on appelle de précéphalée, il y a la phase où vous avez les céphalées, il y a la phase de postcéphalée. Et lorsqu'on voit la phase de précéphalée, il faut distinguer 2 éléments importants. Il y a ce qu'on appelle la phase prodromique, qu'il faut bien sûr distinguer de ce qu'on appelle l'aura migraineuse. Et dans cette phase prodromique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a certains symptômes que le patient peut vous rapporter et qui peuvent précéder de quelques heures à quelques jours parfois l'apparition soit de l'aura, soit de la céphalée migraineuse. Et dans ces symptômes, vous trouvez des symptômes tels que la sensation de faim, vous trouvez une irritabilité, vous trouvez parfois un bâillement et une somnolence. Et lorsqu'on analyse cette sémiologie, en fait, c'est la sémiologie qui témoigne de cette activation hypothalamique également au niveau du tronc cérébral. Donc, si votre patient vous rapporte parfois cette sensation qui connaissent avec la récurrence des crises, il faut savoir que ça témoigne de ce début de crise et cette activation qui commence au niveau hypothalamique et également au niveau du tronc cérébral. Et puis, on a les symptômes de l'aura migraineuse, en fait. Et dans ces symptômes, il y a 3 ordres de symptômes qui sont importants. Il y a des symptômes visuels, il y a des symptômes sensitifs, il y a des symptômes à type de trouble du langage, notamment une aphasie. Alors, ces symptômes, comme j'ai dit, focaux, témoignent de cette progression de cette onde de vasoconstriction qui commence au niveau cortical. Et lorsque ça commence au niveau de la région occipitale, ça permet de comprendre les troubles visuels qu'on voit effectivement chez ces patients-là. Lorsque ça progresse vers la région pariétale, ça permet de comprendre les troubles sensitifs qui vont intéresser la main
et la région péro-orale, ce qu'on appelle des paresthésies chéro-orales. Et puis, ça permet également de comprendre les troubles du langage qu'on peut avoir chez ces patients. Et après vient bien sûr la sémiologie algique douloureuse, dont l'intensité est variable, souvent modérée à sévère, et qui va s'accompagner de ces symptômes qu'il faut chercher, qui sont la photophobie, la phonophobie, la nausée et la vomissement. Et même en post-céphalée, on peut avoir ce qu'on appelle la phase postdromique. Vous avez une phase prodromique, la céphalée, une phase postdromique. Et dans cette phase postdromique, bien sûr, qui peut durer parfois plusieurs jours, et se manifeste essentiellement par sa sensation de fatigue que le patient pourra porter après une crise de migraine. Également, on peut avoir parfois même une anorexie, des myalgies, et même des patients chez qui on a décrit, bien sûr, une confusion. Et donc, il faut savoir qu'il y a des critères diagnostiques de la migraine sans aura et la migraine avec aura. Et là, je rappelle ces critères, mais il faut savoir que le patient peut être vu lors de la première, deuxième, troisième crise. Et on n'a pas souvent, ou bien vous avez des patients, bien sûr, qui viendront vous voir après, bien sûr, 5 crises. Et là, il faut 5 crises répondant aux critères classiques. Comme je dis, la durée de la céphalée, c'est de 4 heures à 72 heures. La céphalée doit avoir au moins 2 des caractéristiques suivantes. Le caractère unilatéral, le caractère pulsatile, l'intensité modérée à sévère, et souvent c'est une aggravation pour l'activité physique de routine, telle que par exemple la montée, la descente des escaliers. Et dans la céphalée, on a au moins l'un des caractères suivants, les nausées ou le vomissement, la photophobie et la phonophobie. Et bien sûr, j'insiste encore une fois, l'examen neurologique doit être strictement normal. La moindre anomalie à l'examen neurologique, j'insiste encore une fois, même si vous êtes devant une céphalée chronique, ça doit vous inquiéter. Il faut penser à une cause secondaire et vous devez être obligé de réaliser des explorations complémentaires pour écarter une cause secondaire. Concernant la migraine avec aura, en plus des caractéristiques sémiologiques de la céphalée, donc il y a ces caractères d'aura qui peuvent précéder, accompagner ou même parfois venir après, bien sûr, donc la céphalée. Alors cette aura, bien sûr, migraineuse, il faut savoir qu'il y a des patients qui peuvent faire des auras sans céphalée. Donc il y a des formes, mais en général, ils feront au moins une fois, bien sûr, une céphalée. Alors concernant bien sûr ces symptômes, c'est des symptômes visuels que le patient peut décrire en général comme des points scintillants, comme des étoiles, comme des lignes brisées en général, ou parfois vous allez avoir des éléments négatifs où vous avez des scotomes avec des amputations du champ visuel. On peut avoir également des troubles sensitifs avec cette sensation de picotement parfois, mais également d'engourdissement qui peuvent intéresser là aussi la main, mais également la région péro-orale. On peut avoir également des troubles du langage, des troubles aphasiques, mais la particularité qu'il faut retenir concernant ces auras, c'est que la durée en général va se développer sur plusieurs minutes et ne doit pas dépasser 1 heure. Si la symptomatologie et l'aura dépassent 1 heure, il faut là aussi explorer. Si votre patient présente une aura visuelle, sensitive ou aphasique qui va durer plus d'1 heure, il faut aller bien sûr explorer ces patients. Et également, encore une fois, l'examen neurologique doit être strictement normal. Je rappelle juste que la migraine avec aura est un facteur de risque d'AVC ischémique plus que la migraine sans aura. Mais également, c'est très important de faire la distinction sur le plan clinique, là aussi, parce que certains thérapeutiques qu'on va prescrire dans le traitement de fond de la migraine et sont à éviter, notamment les bêta-bloquants, chez les patients ou les patientes qui ont une migraine avec aura. Et donc là, juste pour rappeler qu'il y a différents types de migraines ici dans la classification internationale. Il y a bien sûr la migraine sans aura, avec aura. Il faut savoir qu'en plus des auras que je viens de vous décrire, il faut savoir qu'il y a d'autres migraines, aussi des patients qui font carrément des hémiplégies, mais là aussi, il y a souvent des formes familiales. Il y a ce qu'on appelle la migraine rétinienne, avec des manifestations qui restent unilatérales au niveau de l'œil, qu'il faut distinguer de la migraine ophtalmoplégique. En général, vous allez trouver migraine ophtalmique, migraine rétinienne et migraine ophtalmoplégique. Lorsqu'on parle d'ophtalmoplégie, c'est des gens qui feront une paralysie des nerfs oculomoteurs, soit une paralysie du 6, soit une paralysie du 3. Une paralysie, c'est une limitation du droit externe avec une développée horizontale. Une paralysie du 3, c'est un ptosis avec une paralysie du droit supérieur, droit inférieur et du droit interne, et parfois atteinte du contingent intrinsèque. Mais ça doit rester un diagnostic d'élimination. Il faut d'abord écarter une cause secondaire avant de retenir ce diagnostic. Alors, il y a également la notion de migraine épisodique et de migraine chronique.
migraine chronique lorsque la sémiologie algique va durer plus de 15 jours par mois pendant plus de 3 mois. Alors, on n'a pas le temps pour parler également de la migraine qu'on peut avoir chez l'enfant. Alors, vous avez essentiellement une sémiologie, bien sûr, essentiellement digestive. Alors, comment traiter? Alors, lorsqu'on voit un petit peu cette pathologie, c'est une pathologie qui évolue selon deux axes importants. Vous avez des accès, des récurrences de la maladie, et vous avez un fond chronique sur lequel agit cette maladie. Ce qui veut dire que le traitement va comporter deux axes importants. Un traitement symptomatique qui va s'intéresser au traitement de la crise et un traitement de fond dont l'objectif essentiellement, c'est la prophylaxie et la prévention de survenue, bien sûr, de crises ultérieures. Et tout ça, avant de discuter quelle thérapeutique, est-ce que vous allez vous contenter d'un traitement de fond, d'un traitement de la crise, il faut toujours évaluer l'handicap du patient migraineux. Et c'est pourquoi c'est très important, chaque fois que c'est possible, de demander à votre patient de faire un agenda dans lequel il va placer, bien sûr, combien de crises par mois, quelle est leur intensité, quelle est la consommation dentalgique, combien de dentalgiques il consomme, quel retentissement socio-professionnel. On peut avoir un patient qui fait 2 crises par mois, mais des crises très handicapantes, qui est obligé de rester avec absentéisme du travail pendant 6 jours par mois, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui fait des crises, certes qui sont fréquentes, 5-6 crises par mois, mais c'est des crises légères. Le patient ne prend aucun traitement. Dans ce cas-là, ce n'est pas la même situation, ce n'est pas le même handicap, et c'est l'handicap qu'il faut prendre en considération lorsque vous allez discuter essentiellement le traitement préventif ou prophylactique, bien sûr, de la migraine. Et donc, l'objectif essentiellement d'évaluer l'handicap, c'est d'optimiser, bien sûr, la prise en charge de votre patient. Et comme j'ai dit, donc, il y a toujours des mesures générales, toujours chercher les facteurs déclenchants et essayer de les traiter. Et puis, bien sûr, traitement de la crise et le traitement préventif ou prophylactique. Et pour la stratégie thérapeutique, bien sûr, alors vous avez les 4 questions que vous allez poser à votre patient, qu'on pose souvent, même s'il y a des recommandations. Chaque fois que vous avez un patient que vous suivez, que vous voyez pour une migraine, concernant le traitement de la crise, il y a des questions qu'on va vous demander. Quel traitement vous prenez? Quelle dose vous prenez? Après telle prise, est-ce que vous sentez mieux? Est-ce que la céphalée disparaît au bout de 2 heures? Est-ce que vous arrivez à reprendre correctement votre travail? Alors, si le patient, bien sûr, vous dit qu'il est satisfait de son traitement, il ne faut jamais changer un traitement de la crise. Si le patient, même s'il prend du paracétamol et il répond oui à ces 4 questions, il n'y a pas intérêt à changer, bien sûr, le traitement, bien sûr, donc de la crise. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes thérapeutiques qui sont prescrites dans le traitement de la crise. Vous avez les antalgiques classiques, pas les 1 en particulier, du paracétamol, de l'acide acétylsalicylé à dose de 1 gramme, mais également des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais il faut savoir qu'il y a des traitements plus spécifiques de la migraine, c'est ce qu'on appelle les triptans. Les triptans qui vont agir essentiellement sur ce neuromédiateur, essentiellement, et qui vont agir essentiellement, ce sont des agonistes de 5-hydroxytryptophane. Il faut savoir qu'il y a des récepteurs spécifiques, des récepteurs essentiellement, bien sûr, 1B, 1D, mais donc c'est les molécules qu'il faut prescrire. Ce sont des médicaments vasoconstricteurs, mais qui ont à la fois une action neuronale et une action cardiovasculaire. Et de là, vous allez comprendre les effets, les contre-indications. C'est tout ce qui est coronarien, tout ce qui est infarctus du myocarde, tout ce qui est artériopathie oblitérante des membres inférieurs, tout ce qui est hypertension mal équilibrée. Il ne faut pas mettre ces médicaments parce qu'ils peuvent aggraver et sont contre-indiqués chez ces patients-là. Et c'est pourquoi, actuellement, il y a d'autres thérapeutiques qui ne sont pas disponibles au Maroc, qui vont agir, qui sont sélectifs sur le plan neuronal. C'est ce qu'on appelle les ditans. Donc, ils vont agir uniquement au niveau neuronal et qui ne sont pas contre-indiqués chez les patients qui ont des problèmes cardiaques. Il y a également une autre classe thérapeutique également qui est indiquée dans le traitement de la crise, ce qu'on appelle les GIPAN, qui vont agir au niveau de certains récepteurs, des agonistes des récepteurs, également de la neuropeptide, donc essentiellement, et donc ils ne sont pas encore disponibles au Maroc. Ce qu'il faut savoir également, il faut éviter de donner les opioïdes pour éviter une pharmacodépendance et une accoutumance. Alors, pour le traitement de fond, bien sûr, il y a différentes molécules qui sont utilisées. Alors, je passe pour dire qu'il y a essentiellement, bien sûr, les antiépileptiques, il y a les antidépresseurs, il y a les bêta-bloquants, et donc ce sont les inhibiteurs calciques. Donc, vous avez en général la classe A, B, C, D. A, c'est les antiépileptiques, B, c'est bêta-bloquants, C, c'est anti-inhibiteurs calciques, et D, c'est les antidépresseurs. Et bien sûr, il faut choisir ces médicaments en fonction des contre-indications et de chaque médicament. Donc, essentiellement, le traitement de fond, comme j'ai dit, doit être prescrit chaque fois qu'il y a un handicap.
et chaque fois que le patient a fait plusieurs crises qui sont handicapantes. Donc, si le traitement de la crise est plus ou moins systématique, le traitement de fond n'est pas systématique. Et donc, il faut toujours l'adapter en fonction de chaque patient. Parce que souvent, vous allez avoir des patients qui viendront vous voir pour dire que lorsque je prends un traitement, mais il n'y a aucune amélioration. Mais en fait, lorsque vous analysez le patient, il prend uniquement des antalgiques pour le traitement de la crise. Il n'a jamais pris des traitements de fond. Et donc, il faut demander d'apprécier l'handicap pour voir s'il y a l'utilité ou non d'un traitement, bien sûr, de fond, c'est-à-dire un traitement préventif. Et souvent, lorsque vous allez aborder les classes thérapeutiques avec les patients, si vous avez du recul, lorsque vous dites que vous allez prendre un antiépileptique, un antidépresseur, souvent les gens vont changer de discours et vous diront plutôt je ne suis pas très gêné, donc je préfère faire des moyens physiques, de la relaxation, et ainsi de suite, au lieu de prendre un traitement. Alors, je passe à cette deuxième situation de céphalée chronique. Un patient âgé de 36 ans consulte pour des céphalées de plus en plus gênantes, survenant depuis quelques mois, au moins 2 à 3 fois par semaine, et même sur plusieurs semaines. Le patient rapporte une impression d'étau sur la tête, avec des douleurs de la nuque, et du coup, entraînant la consommation importante de paracétamol et d'aspirine. Il n'y a pas de nausée, amélioration le week-end, antécédent de céphalée en fin de journée, lorsqu'il y a une surcharge de travail, calmé par du paracétamol. C'est un patient qui a une notion de tabagisme avec des problèmes professionnels, anxiété, troubles du sommeil, et l'examen neurologique, il est tout à fait normal. Première question à laquelle il faut répondre, aigu chronique. Chronique. Deuxième situation, migraine ou pas migraine. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des questions simples qu'il faut avoir devant un patient. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'exploration. C'est l'analyse sémiologique des symptômes qui vous permettra de faire la part des choses. Donc, c'est une céphalée. Est-ce que c'est une algite vasculaire de la phase? C'est une céphalée de tension qui reste après. Donc, c'est une céphalée de tension. Donc, c'est la description classique de la céphalée de tension en général. Vous avez cette sensation de pression, de serrement, qui peuvent s'accompagner parfois d'une sensation de contracture au niveau des muscles du cou. La durée est un peu plus longue en général. Et il y a l'aggravation, bien sûr, donc il y a souvent un terrain un peu particulier. Il n'y a pas de prodrome, il n'y a pas d'aura. Alors, les thérapeutiques en général qui sont prescrites en cas de céphalée de tension, traitement de la crise, c'est essentiellement les anti-inflammatoires, bien sûr, et les antalgiques classiques, c'est-à-dire l'acide acétylé et le paracétamol. Et le traitement prophylactique préventif, c'est surtout les antidépresseurs, soit les bien sûr, vous avez un peu les différentes classes thérapeutiques qu'on peut utiliser. Et la troisième situation, c'est le patient, bien sûr, qui a âgé de 32 ans, qui a des antécédents de tabagisme chronique, de 20 paquets années, qui présente depuis 4 ans des épisodes de céphalée fronto-orbitaire strictement unilatérale, d'emblée sévère, à type d'arrachement, le réveillant parfois la nuit. Le patient est complètement agité pendant la crise. Ces douleurs s'accompagnent d'une rougeur, d'un larmoiement de l'œil du même côté et d'un écoulement nasal ipsilatéral. L'examen neurologique, il est normal. Alors là aussi, la même question, toujours aiguë, chronique, migraine, pas migraine. Donc, c'est une céphalée chronique, n'est pas migraineuse, ce n'est pas les caractéristiques de la céphalée de tension, donc c'est un autre type de céphalée. Donc là, vous avez, lorsque vous analysez la sémiologie de ces céphalées, vous avez d'abord la première partie, c'est des céphalées qui intéressent la région fronto-orbitaire. Fronto-orbitaire, et ça, c'est le territoire du nerf trijumeau. C'est une céphalée trijuminale. La deuxième partie de cette observation, bien sûr, on témoigne, c'est une céphalée quand même qui est sévère, comme témoigne la présence de l'agitation. La deuxième partie, c'est la présence de ces signes, rougeur, larmoiement, écoulement nasal ipsilatéral. Cette sémiologie, en fait, c'est une sémiologie plutôt du système autonome. Donc, ce sont des signes désautonomiques. Donc, vous avez à la fois une sémiologie algique qui touche la région trigeminale et qui s'accompagne de ces signes désautonomiques avec cette hyperactivation du système parasympathique, donc on appelle les céphalées trigeminaux désautonomiques. Donc, vous avez à partir de la description sémiologique, on peut conclure que nous sommes devant une céphalée trigeminaux désautonomique. Mais là aussi, il faut savoir que cette céphalée, bien sûr, qui se traduit par des accès intenses et stéréotypés, avec cette localisation pyra-orbitaire, ces céphalées à type d'arrachement, de broiement intense, qui va obliger le patient à s'arrêter, bien sûr, avec un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Il faut savoir qu'il y a 3 types. C'est l'algie vasculaire de la face, l'hémicranie paroxystique et le 5, short-listing unilatéral neuralgiforme, l'IDEC, avec des attaques d'injection conjonctivale et de larmoiement. Mais l'élément important qui nous permet de faire la distinction entre les 3 entités, c'est la fréquence et la durée. L'algie vasculaire est la plus longue, c'est pourquoi vous voyez que la durée peut aller de 15 minutes à 3 heures,
Donc, le patient peut faire plusieurs crises, mais c'est pas 8 à 10 crises par jour. Dans l'hémicranie chronique paroxystique, l'hémicranie paroxystique en général, la durée, vous voyez que ça peut aller de 2 minutes à une demi-heure. Donc, le patient peut faire jusqu'à 30 crises par jour. Et dans le 5, c'est des crises beaucoup plus brèves. Et bien sûr, la durée peut aller donc de 5 secondes à 240 secondes. Et vous allez avoir des patients qui peuvent faire plus de 100, 200 crises par jour. Mais la plus fréquente reste l'algie vasculaire de la face. Je rappelle juste que l'algie vasculaire de la face est plus fréquente plutôt chez l'homme. Et il faut savoir que souvent, également, il y a un facteur très important qui est incriminé, c'est également le tabagisme. C'est pourquoi, dans les règles de prescription en général, il faut bien sûr insister sur l'éviction, bien sûr, du tabagisme. Il faut savoir quand même que lorsqu'on est devant ce type de céphalée trigémino-dysautonomique, il est préférable de faire une exploration, et notamment parce qu'il y a certaines étiologies qu'il faut écarter, telles que la dissection, les malformations vasculaires, les tumeurs au niveau de la base du crâne, les causes infectieuses, et j'en passe. Alors, le traitement de l'algie vasculaire de la face, en général, les antalgiques ne montrent pas de grande efficacité. En général, soit c'est des triptans par voie injectable ou par voie nasale, c'est le sumatriptan subcutané, c'est le nom commercial n'existe pas en marque, c'est l'Imeject, ou bien c'est l'oxygène. C'est l'oxygène, 100% bien sûr, 12 litres par minute pendant une quinzaine de minutes. Et le traitement prophylactique en général, en première intention, c'est les inhibiteurs classiques, c'est le verapamil. Sinon, on peut utiliser le sildelithium, mais vous voyez, le sildelithium, il faut tout un ensemble de surveillance. Et bien également le topiramate et la mélatonine comme traitement, bien sûr, donc de fond. Alors, le quatrième cas, c'est un patient âgé de 52 ans. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se remplacer du quatrième parce qu'on a déjà débordé beaucoup de temps. Mais alors, merci beaucoup pour cette présentation qui est très didactique et également pratique. Donc, on remercie également le laboratoire Santé Médic.